C'est l'heure du podcast du Tyrannosaure. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut anticiper que remédier. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ce sujet. C'est pas la peine d'attendre d'être au fond du trou pour essayer d'éviter de tomber dans le trou. Alors quand je vois tous ces jeunes enfants qui ont bien du mal à apprendre à lire, heureusement ce n'est pas la grande majorité, mais ce n'en est quand même pas moins pénible pour ceux qui sont dans ce cas, pour les enfants qui ont du mal à apprendre à lire. Eh bien, je me demande quelle est la raison pour laquelle on doit attendre qu'un enfant soit en difficulté, soit même parfois en grande difficulté, avant de décider de lui apporter une aide au niveau de ses apprentissages et principalement au niveau de l'apprentissage de la lecture. Pourquoi faudrait-il attendre que l'enfant ait 5 ans ou 6 ans et que l'on puisse formellement et officiellement poser un diagnostic de dyslexie pour agir et mettre l'enfant dans des conditions qui lui permettent d'apprendre à lire sans risquer qu'il devienne dyslexique? Je vais faire un parallèle. Quand vous roulez avec votre voiture sur la route, vous n'allez jamais tout droit. En fait, en conduisant sa voiture, vous le savez, on passe son temps à vérifier si la trajectoire de la voiture est bonne et à corriger la conduite de la voiture en ajustant la position du volant pour rester sur la route. On n'attend jamais que la trajectoire de la voiture soit tellement éloignée de la route qu'on se retrouve dans le fossé. C'est une idée un peu absurde, non ? Eh bien pourtant, c'est malheureusement bien ce que l'on fait lors de l'apprentissage de la lecture avec nos tout jeunes enfants. On attend, on observe bien sûr, on observe l'enfant, on regarde ce qu'il est en train de faire, mais on attend que l'enfant soit franchement en dehors de la route, soit franchement dans le fossé pour dire « Ah tiens, ça y est, je peux dire maintenant officiellement que cet enfant est dyslexique et lui poser un diagnostic officiel. » Imaginez l'estime de soi de l'enfant dans ces conditions. Imaginez que, lorsque vous avez appris à conduire, imaginez que l'instructeur, le moniteur d'auto-école, vous ait laissé tomber des dizaines de fois, des centaines de fois dans le fossé avant de vous dire il faut ajuster la conduite, là, il faut tourner le volant pour rester sur la route. Franchement, est-ce que vous auriez continué à tenter d'apprendre à conduire? Je ne pense pas. Alors, vous allez me dire que c'est facile de raconter ça et que l'apprentissage de la lecture n'est pas sur le même plan que d'apprendre à conduire. Et d'une certaine manière, vous avez raison. Parce que quand on apprend à conduire, la grosse différence avec la lecture, c'est que le résultat de nos actions se voit. Il est facile pour n'importe qui, pour vous, pour l'inspecteur, l'instructeur, pour un passant, c'est facile de voir que le volant n'est pas dans sa position correcte et que la voiture est en train de partir sur le côté. On peut visualiser le résultat. Et quand un enfant apprend à lire, eh bien, le résultat de ses actions, donc ici c'est des actions mentales bien sûr, le résultat de ces actions ne se voit pas à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce que l'enfant fait dans sa tête, on ne peut que constater le résultat. Un observateur externe ne voit pas ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Et l'enfant lui-même n'a pas de point de repère pour comprendre qu'il ne fait pas des actions mentales efficaces pour arriver à lire facilement. Forcément, d'une part, il est en train d'apprendre les techniques de la lecture, et d'autre part, lui non plus ne peut pas voir ce qui se passe dans la tête de ses petits camarades qui, eux, arrivent à lire. Et c'est très perturbant parce que deux enfants sont assis côte à côte, on a l'impression qu'ils font la même chose, ils ont l'impression de faire la même chose l'un et l'autre, et il y en a un qui arrive à lire et l'autre qui n'y arrive pas. Mais pour un observateur averti, en fait, il est possible de constater, si on analyse un peu le résultat de l'enfant, il est possible de soupçonner que l'enfant n'utilise pas des méthodes qui fonctionnent bien, n'utilise pas des méthodes efficaces. Il est possible de voir que l'enfant se perd de plus en plus dans son imaginaire. Il est confronté à des lettres qui s'accumulent, qui parfois se ressemblent en étant différentes, comme le B et le D, le P et le Q, c'est les très grands classiques, le F et le V aussi, qui se ressemblent au niveau du son. Il doit affronter des choses étranges, comme des lettres qui se suivent, le C, le H, le A et le T, et que ces lettres sont censées faire miaou. Bref, dans son esprit, c'est le grand n'importe quoi, la grande confusion. Alors, comment faire pour éviter d'en arriver là ?
d'en arriver à ce point où l'enfant commence à perdre la confiance qu'il a en ses propres capacités. Eh bien, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, l'enfant doit comprendre qu'il y a des moments où c'est sympa de partir dans son imagination, c'est sympa de rêver, de créer un monde imaginaire où tout est permis. Et il y a d'autres moments pendant lesquels il faut qu'il soit présent, qu'il soit attentif, qu'il soit ici et maintenant. Ce sont bien entendu les moments où on apprend les leçons, où on fait des choses qui sont plus scolaires. Et l'attention, ça s'apprend. L'attention, ça s'apprend. Mais ça ne s'apprend pas en disant et en répétant « fais attention, sois attentif ». Parce que là, on prend le risque que l'enfant ne sache pas ce que ça veut dire. Sois attentif, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Si on n'a pas la manière d'être attentif, eh bien pour certains enfants, ça ne veut rien dire. Par contre, on peut lui expliquer, lui montrer, lui donner les pistes pour être attentif et pour faire attention. Cette méthode pour enseigner l'attention à un enfant est décrite dans les livres de Ron Davis, Le don de dyslexie et Le don d'apprendre. Ce sont les deux livres fondateurs de la méthode Davis. Et c'est aussi décrit dans le livre de Richard Whitehead, Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. Et bien évidemment, c'est une méthode que l'on découvre lors de la formation pour les parents d'enfants en difficulté scolaire, une formation qui s'appelle également Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. Ça, c'était la première étape. Faire attention, savoir faire attention, apprendre à faire attention. La deuxième étape, c'est une fois que l'enfant sait comment faire pour porter son attention sur une certaine activité, eh bien, il faut ensuite montrer à l'enfant qu'il y a deux mondes différents. Il y a le monde des objets, des choses, des personnes, des animaux, etc. Et le monde de l'imagination, ça en fait partie aussi. Et il y a de l'autre côté, le monde des lettres, des mots, des livres. Et ces deux mondes sont à la fois différents et sont reliés. Pour le très jeune enfant dont il est question dans ce podcast, les toutes premières étapes seront de maîtriser quelques lettres de l'alphabet. Pas toutes, surtout pas. Seulement les quelques lettres qui lui permettront de créer quelques mots qu'il connaît déjà bien et qu'il utilise facilement. Ce n'est pas la peine de le perdre dans tout l'alphabet ça ne sert que beaucoup plus tard. Et donc ces quelques lettres lui donneront la possibilité de créer dans le monde des mots, quelques mots dont le sens est évident pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire le lien entre le monde des mots et des lettres et le monde réel ou le monde imaginaire, le monde des choses, des objets, des images, etc. Et ainsi de suite, de mots en phrases simples et puis en petites histoires courtes et en ajoutant, quand c'est nécessaire, les lettres et les mots pour qu'il puisse continuer à progresser dans ses apprentissages de la lecture tout tranquillement. En fait, la partie la plus délicate pour l'enfant, c'est de désapprendre la symétrie qui est inscrite dans nos neurones visuels et qui nous fait confondre le B et le D, par exemple, ou écrire les lettres et les chiffres à l'envers. Parce que cette symétrie, elle est à la naissance, elle est innée, et on a besoin de désapprendre cette symétrie automatique pour pouvoir lire facilement. Et ça, les outils qu'on lui aura donnés vont l'aider. Et cette symétrie, elle disparaît naturellement pour un enfant qui apprend, on va dire normalement à lire. Cette symétrie disparaît normalement entre les 5 et les 10 ans de l'enfant, selon les enfants. En donnant à l'enfant qui potentiellement pourrait créer de la dyslexie, en donnant à l'enfant ces techniques, il est possible de l'aider à ne pas tomber dans le piège, à ne pas jamais éprouver les symptômes de la dyslexie et ne pas éprouver non plus les échecs qui sont associés. Et le plus intéressant là-dedans peut-être, c'est que cette méthode fonctionne très bien aussi avec des enfants qui, de toute façon, apprendraient à lire sans difficulté par une autre méthode. Ce podcast n'est bien évidemment qu'une petite et rapide introduction à ce qu'il est possible de faire. Parce qu'avant de mettre en œuvre tout ce que je viens de raconter dans ce podcast, il faut aller plus loin dans la maîtrise du processus. Et c'est là que le livre de Richard Whitehead, Pourquoi Tyrannosaure mais pas si, peut vous aider.
Et les formations qui sont basées sur ce même livre, Pourquoi Tyrannosaure mais pas si, les formations en ligne et en groupe peuvent également être d'un grand support pour vous aider à ce que votre enfant ne tombe pas dans le piège de la dyslexie. Alors, pas besoin d'attendre que les dites difficultés arrivent pour utiliser des méthodes qui fonctionnent bien et faire en sorte que votre enfant apprenne facilement à lire. Vous avez aimé ce podcast ? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.